Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo reportage. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis très content de commencer cette nouvelle année. Ça fait déjà un an que le concept des vidéos reportages existe. Et donc on va maintenant commencer une nouvelle année. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de bonnes choses. Alors avant de commencer aussi, je voudrais remercier tout le monde pour les nombreux messages de soutien, d'encouragement qu'on a reçus ces temps derniers. Et je voudrais aussi remercier tous les tipeurs notamment qui permettent à cette chaîne d'exister au niveau financier. Alors aujourd'hui, j'aimerais visiter avec vous une ville fantôme. Une ville qui a été abandonnée telle quelle il y a 1500 ans dans le désert et qui est restée, je dis pas intacte parce qu'elle est en ruine, mais enfin qui n'a pas été abîmée, dont les pierres n'ont pas été pillées, comme ça a été le cas pour Nitsana par exemple, qui est placé sur un carrefour important. Et notamment au 19e siècle, eh bien, les Arabes sont venus, ont pris les pierres de Nitsana pour construire Gaza. Ici, on est au fond d'une cuvette, au fond de nulle part, et finalement, personne ne peut venir. Il faut vraiment savoir qu'il y a une ville ici. Donc, la ville est restée telle qu'elle. Aujourd'hui, le lieu est presque resté aussi abandonné qu'il est depuis 1500 ans à peu près, parce qu'il n'y a quasiment personne qui vient ici. Alors, on va raconter l'histoire un peu des Nabatéens, évidemment, au cours de la visite. Écoutez, on va y aller tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et le temps passe vite. Allez, on est parti. Alors, il y a beaucoup de choses très étonnantes dans cette ville, qui était une ville qui a été bâtie, on ne sait pas trop, on a du mal à avoir une date précise, probablement le 1er siècle avant Jésus-Christ, donc par les Nabatéens. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette ville, on n'a pas de puits. Donc on a à peu près 6000, entre 3000 et 6000 personnes qui vivaient ici, et pas de puits, pas d'eau. Pas d'eau, mais pas de puits en tout cas. Alors on va voir comment les Nabatéens se débrouillent pour ça. Alors cette ville est vraiment étonnante parce que c'est une ville fantôme, en quelque sorte. On ne paye pas pour rentrer, parce qu'en fait il y a tellement peu de visiteurs que ce ne serait pas intéressant d'avoir un guichet en permanence. Il faudrait payer en fait un caissier ici à ne rien faire. Alors c'est vraiment une ville extraordinaire. Il y a en général très peu de monde qui y vient. On est vraiment dans une cuvette complètement à l'écart de tout. Il n'y a pas de bruit. Ces espèces de grandes ruelles ici qui sont complètement désertes. Alors quand je passe ici, à chaque fois, je m'imagine, il y a 1500 ans, ces rues pleines de monde, avec des animaux, des enfants qui couraient partout, des gens qui vivaient, et puis tout à coup, cette ville qui s'est en fait écroulée sur elle-même. Vous voyez que, bon, il y a eu du travail de restauration un petit peu, mais en fait, on a beaucoup de structures qui sont restées, qui se sont écroulées, qui sont restées telles quelles. Personne n'est venu encore une fois piller les pierres ou détruire les vestiges archéologiques. Donc c'est vraiment impressionnant. Alors ici c'est une maison un peu particulière. On appelle ça la maison étable. Alors c'était une maison qui avait 2 étages. Le premier étage était réservé aux animaux visiblement, en tout cas certaines pièces, et le deuxième étage était des pièces de vie pour les habitants de la maison. Alors là, on a vraisemblablement la cuisine avec des restes de récipients, et notamment ici dans toutes les maisons, des citernes personnelles. Donc on avait l'eau courante dans chaque maison. Et alors c'est vraiment un luxe incroyable. Alors il faut savoir qu'ici on est sur des bâtiments qui datent de la période 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. La période romaine, on n'a plus que quelques bâtiments qui restent à droite à gauche, parce que
à partir du moment où la Nabatéenne a été conquise par les Romains en 106 après Jésus-Christ, eh bien, la prospérité a commencé. Il faut attendre quand même le 3e, 4e siècle pour que cette prospérité vraiment démarre. Mais à partir du 4e siècle, 5e siècle, jusqu'à la conquête des Arabes, on a une grande prospérité dans toute cette ville. Et en fait, on survit pas dans ce désert aride. On vit extrêmement bien, on vit de manière presque luxueuse et la preuve, c'est justement ces citernes qu'on a dans toutes les maisons. Et ces citernes sont remplies par un système d'aqueduc qui va chercher l'eau à 2,5 km de la ville dans les Nahal, l'eau donc de pluie qui coule par intermittence. Donc l'hiver, on a 86 mm d'eau par an. C'est vraiment rien du tout. Et ici, la règle, c'est de récupérer la moindre goutte d'eau qui tombe. En fait, toute la ville est alimentée uniquement par les 86 mm d'eau qui tombent par année dans la région. C'est vraiment incroyable. Alors voilà, maintenant on rentre dans la fameuse partie étable pour les animaux. Donc, alors là, on a tout ça, c'est d'origine. Et là, on a un des seuls plafonds en Israël dans un site archéologique qui a été retrouvé en bon état, en place, quoi. On a du calcaire de 70 cm à peu près, donc des murs extrêmement épais qui procurent une excellente isolation pour l'été. Quand on vient ici en plein été, en plein cagnard, quand on se met dessous ici, on sent vraiment la fraîcheur, c'est absolument incroyable. Alors ici, on est dans l'étable qui a été retrouvée telle quelle, encore une fois, avec les mangeoires et les abreuvoirs, ça peut être les deux à la fois, pour les animaux. Donc les animaux étaient là, donc là on avait aussi des arches qui sont tombées, avec un plafond, tout ça c'était couvert. Et on avait les animaux qui vivaient en bas et les hommes qui avaient, traditionnellement, c'était comme ça dans beaucoup de maisons de l'époque, qui vivaient à l'étage. On sait que les Nabatéens étaient à l'origine une tribu nomade qui se sont sédentarisés à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ à peu près, enfin c'est le début du processus en tout cas. Et ils ont construit dans le désert du Negev donc 6 grandes villes sur les anciennes, les anciens relais de la fameuse route des épices, donc qui permettait d'amener les épices depuis le sud de la péninsule arabique. En remontant donc par étapes jusqu'à Petra et de Petra jusqu'à Gaza en traversant le Negev. Et donc ces villes nabatéennes étaient à l'origine donc des relais pour les caravanes. Alors Shifta ne se trouve pas de manière précise sur une de ces 3 routes, il y avait 3 routes dans le Negev, parce que sa fonction était autre. Sa fonction était essentiellement agricole, parce que les Nabatéens ont été un immense peuple dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé une agriculture du désert absolument phénoménale. J'en dis pas trop parce qu'un jour je ferai une vidéo sur cette question de l'agriculture dans le désert, depuis les Nabatéens jusqu'à nous. En tout cas, Shifta était un lieu d'intense agriculture. Alors, on a parlé de la question de l'eau, parce que pour que puissent vivre 3 à 6 000 personnes dans la ville, en plein désert, il faut comme de l'eau. De l'eau également pour les animaux et de l'eau également pour l'agriculture. Alors, puisqu'il n'y avait pas de puits à Shifta, d'ailleurs les Nabatéens ont creusé très peu de puits, eh bien, ils ont creusé des citernes. Alors, toute la stratégie des Nabatéens pour la récupération d'eau se basait sur la récupération des eaux de pluie. Comme je l'ai dit, il y a à peu près 80 mm de précipitations par an, c'est-à-dire quelques heures de pluie. Donc le but, c'est par des systèmes extrêmement complexes qu'on verra justement dans une prochaine vidéo, eh bien, de récupérer sur tous les bassins versants qui entourent donc la ville la moindre goutte d'eau et de la ramener par le jet des pentes jusqu'à des citernes dans lesquelles l'eau était stockée et utilisée ensuite par les habitants de la ville. Alors justement là, on arrive sur une des places de la ville où l'on a retrouvé 2 immenses citernes. On va aller les voir. Alors là, en fait, je suis au-dessus d'une citerne. Il y a 2 citernes ici, dont une n'a pas été fouillée, c'est celle sur laquelle je marche actuellement.
Donc c'était un... Oh là là, oui, c'est joli, tout ça c'est nouveau. Oui, je ne l'avais pas vu ça, je le découvre avec vous. Ils ont vraiment creusé, on voit des escaliers qui ont apparu qui n'étaient pas visibles auparavant. Il y a un cubage énorme en fait là-dedans. Donc ça c'était la première, il y en avait une deuxième donc, qui était en contre un petit peu plus haut. Alors certainement au même niveau, hein, mais pour nous c'est plus aujourd'hui. Et là regardez, on a un collecteur d'eau. Nous on les fait en ciment, en béton, eux ils les faisaient en pierre. Mais c'est exactement les collecteurs qu'on trouve dans nos villes aujourd'hui, avec un conduit qui part là, un autre qui vient ici et un autre qui part ici. C'est fantastique quand même, hein. L'avancée au niveau des techniques qu'ils avaient, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et donc en fait toute la ville était sillonnée de canaux qui passaient sous les maisons. Alors en fait, il a fallu construire d'abord tous les arrivées d'eau et les départs d'eau avant de construire la ville et ensuite de bâtir les maisons par-dessus. Alors là, on a les fameuses conduites d'eau qui ont été recouvertes. Alors il y en a une ici, il y en a une autre qui passe par-dessous. Elles peuvent se croiser et elles irriguent, elles sillonnent toute la ville comme ça pour desservir chaque maison en fait. Et donc c'est extraordinaire. Alors justement, à ce propos, en 500, il y a eu un tremblement de terre extrêmement violent dans toute la région qui a détruit une partie de la ville, qui a détruit aussi pas mal de villes dans la région, dont Petra. Et évidemment, quand une partie de la ville s'écroule, en fait, il faudrait des bulldozers pour tout dégager, refaire les conduites d'eau et reconstruire par-dessus. Évidemment, on ne peut pas. Donc, à partir de 500, on a un certain nombre de quartiers dans la ville ici qui sont abandonnés, parce qu'on n'a pas les moyens de tout dégager et de reconstruire l'adduction d'eau. Et ça va être justement le début de la lente dégradation des conditions de vie des Nabatéens jusqu'à la disparition totale de la civilisation à peu près vers le Xe siècle. Alors, les Nabatéens se sont convertis au christianisme avec Constantin. Il a fallu un petit peu de temps pour passer de leur religion païenne au christianisme, mais en définitive, l'ensemble de la population nabatéenne est devenue chrétienne. Donc, on a, à partir du 4e, 5e siècle, un certain nombre d'églises qui vont être construites dans le Negev, et notamment ici, évidemment, à Shifta. Alors ici, à Shifta, on a 3 églises, dont celle qui est juste ici, c'est l'église sud, qui date du 4e siècle. Alors, on va aller la visiter, parce qu'elle est assez intéressante. Toutes les églises nabatéennes sont bâties exactement sur le même type. Alors on a en fait une grande nef qui est au milieu, 2 rangées de colonnades et 2 petites nefs qui sont sur les côtés. Alors évidemment, toutes les nefs sont évidemment dirigées vers l'est pour toutes les églises nabatéennes. Et donc ici, on voit qu'il reste quelques traces de peinture, mais on a des témoignages donc, de Colt qui nous décrit ce qu'on pouvait voir ici. C'était des peintures représentant Élie, Moïse et également la transfiguration. Alors elles ont disparu. Elles ont disparu parce que bien souvent, les Bédouins, quand ils ont des revendications, ils viennent sur un site archéologique et ils détruisent tout. Bon, c'est leur manière de faire. Donc ici, on a toutes ces fresques qui ont disparu. On a quelque chose d'assez intéressant ici, même très intéressant, dans cette pièce ici. C'est ceci.
Voilà, en fait c'est un baptistère qui est taillé dans une seule roche. Un baptistère en forme de croix, dans lequel on baptisait alors les adultes évidemment, mais également les enfants. Il y avait aussi le pédobaptisme à l'époque. Vraiment magnifique, allez, on va monter là, même si c'est pas trop autorisé à faire et on ne peut pas monter logiquement hors des sentiers qui ont été... Tout est resté en état. Et puis tout ce désert magnifique qui s'étend derrière là. Alors là, on est sur un bâtiment qui s'appelle la maison du gouverneur. Alors, en fait, c'était une maison très cossue, avec une tour très haute, 12 mètres de haut, avec des plafonds très hauts. En fait, c'était une maison d'un richissime propriétaire. C'est pour ça qu'on l'appelait la maison du gouverneur. Alors là, on va rentrer dedans. Alors en fait, on a un des rares plafonds, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la maison étable, un des rares plafonds qui est resté tel quel, qu'on a retrouvé tel quel, c'est-à-dire en place. Alors c'est pas une grande surface, évidemment, mais enfin voilà, c'est quand même assez étonnant pour être mentionné. Et ici, on a une sorte de... je ne sais pas si c'était une cour extérieure, ça j'ai pas de données là-dessus. Enfin, on a un pressoir ici, je suis sur un pressoir. On a voilà, un certain nombre d'éléments qui montrent que c'est des gens qui manquaient de rien, visiblement. Alors là maintenant on arrive dans un endroit extrêmement important de la ville. On a une placette. En fait, une placette qui devait être un endroit artisanal parce qu'on a retrouvé des échoppes. D'abord d'un potier ici, on a ensuite un pressoir un petit peu plus loin, un autre pressoir juste derrière moi ici, et on a d'abord ce très très joli pavement ici au sol en pierre qui est demeuré tel quel, qui est magnifique. Hein. Donc on peut imaginer que à l'époque il y avait des tentes, il y avait des vendeurs à la sauvette, il y avait des enfants qui couraient, des animaux, etc. C'était une place de vie extrêmement importante dans l'économie du village. Alors on a cette placette ici, et puis on a ce bâtiment qui est là. Alors ça c'est une église qui date du 5e siècle, on appelle ça l'église nord, parce qu'elle est tout simplement située au nord, mais elle est construite de manière assez étonnante, et c'est plus qu'une église. Alors on va aller la voir. Alors pourquoi est-ce que c'est plus qu'une église? Eh bien parce que on va aller la visiter, on va voir tout ça. D'abord elle est beaucoup plus imposante que l'église sud qu'on a vue là-bas, et donc il reste une 3e église, mais évidemment on ne peut pas tout visiter non plus, en 20 minutes ça fait beaucoup. Et donc en fait on a une partie église, et on a une autre partie qui est, donc là on rentre par le vestibule, en fait qui servait de couvent, de monastère, on va dire. Voilà, donc là on a la placette, qui était certainement une placette externe, hein, avec tout autour des pièces de vie visiblement, peut-être des chambres pour les moines ou des choses comme ça, et on avait un étage. Et puis on a ensuite évidemment la partie ensuite de l'église qui ressemble exactement à l'autre église qu'on a vue là-bas, avec donc 2 nefs, enfin 3 nefs plutôt, une ici et puis une de chaque côté.
Donc voilà, c'est fini pour cette église nord. Il y aurait beaucoup à visiter encore dans cette ville qui est encore très grande et qui recèle encore de très belles choses à voir. Mais on est obligé de se limiter évidemment. Pour terminer, j'aimerais qu'on aille voir un dernier vestige qui est d'importance, évidemment. Alors, bien sûr, on ne peut pas passer à Chifta sans venir voir ces fameuses cuves ici. On a donc un pressoir ici, un pressoir à raisin et un énorme pressoir à raisin parce qu'on a deux grosses cuves qui sont qui ont été creusées, alors que d'habitude on n'en a qu'une. Dans les autres pressoirs dans la ville, on n'en a qu'une. Dans les autres cités nabatéennes, on en a la plupart du temps qu'une. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de site où il y en ait deux. Or, là, il y en a deux. Il faut savoir que le vin, donc les Nabatéens faisaient énormément de vignes dans leur agriculture. Et le vin de Nabatène était le nec plus ultra de ce qui se faisait à l'époque. Quand les empereurs de Rome voulaient faire une orgie avec le meilleur vin, ils prenaient du vin de Nabatène. Alors, comment est-ce qu'on faisait le vin à l'époque des Nabatéens? Alors, on a ici donc une aire, un fouloir où on mettait les grappes à même le sol. Et ensuite, eh bien, les fouleurs, avec les pieds, écrasaient le raisin. Alors, le jus de raisin coulait jusqu'à, puisque ici l'air est en pente, jusqu'à ce passage ici. Là, on mettait tout un amas de branchages qui faisait un premier filtre et qui permettait de tenir la pulpe. Le jus coulait et ensuite, il se répandait dans les cuves. Et après, on pouvait le mettre en bouteille, si on peut dire. Voilà, comme je l'ai dit, on pourrait encore beaucoup parler sur Chifta. Je pourrais encore vous montrer beaucoup de belles choses qui restent à voir. Mais pour ça, il faudra venir en Israël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo reportage.